Tout d'abord, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Voix de fait spéciale élection 2019 où j'ai le plaisir de recevoir le MR, le mouvement réformateur, avec deux candidats, David Weissman, numéro 11 à la région. Bonjour. Et Laura Hidalgo, numéro 6 à l'Europe. Bonjour. Et nous excusons le représentant qui n'a pas pu venir du fédéral. Mais David va pouvoir répondre aux questions liées plus aux élections fédérales. Alors nous allons commencer là par aborder le sujet de la mobilité. Puis j'ai vu que vous avez fait, Monsieur Weissman, une carte blanche avec d'autres candidats sur une vision de la région jusqu'en 2030. Donc, quels sont pour vous les grands axes dans cette vision de 2030? Donc, quels sont les points importants à développer dans les 2 prochaines législatures, puisque on fait 2030. Et donc, je vais juste me présenter pour les téléspectateurs. Donc, je m'appelle en effet David Weissman. Je suis chef de groupe du MR à la ville de Bruxelles et candidat pour le Parlement bruxellois après 12 mois d'expérience de rôle de député, puisque j'ai été député pendant ces 12-13 derniers mois. J'espère évidemment que c'était un bon apprentissage pour pouvoir continuer. Ça, c'est les électeurs qui décideront. Donc, il y a beaucoup de thématiques, évidemment, qui sont importantes pour la région bruxelloise. On voit bien que les 15 ans d'opposition, parce que le MR est dans l'opposition depuis 15 ans en région bruxelloise, ce sont 15 années où la région s'est développée. J'essaie d'être le plus objectif possible, pour le meilleur et pour le pire. Ça reste une région parmi les plus riches d'Europe dans laquelle il y a cependant des énormes poches de pauvreté qui sont en augmentation. On le sent bien dans différents quartiers. Donc il y a des inégalités qui sont creusées, la pauvreté est beaucoup plus importante. On est une région particulièrement verte quand on regarde le nombre d'espaces verts qu'on a sur l'ensemble de notre territoire. Et malgré ça, on est une région où nombreux quartiers n'ont pas des espaces verts de qualité ou ne peuvent pas y accéder. On va parler de la mobilité. On est une région cosmopolite. J'ai l'habitude de dire que on est la ville, la région, parce qu'on est une ville-région probablement la plus cosmopolite au monde. On dit souvent 183 nationalités après Dubaï, parce que Dubaï est une ville aussi riche en termes d'histoire, et peut-être que Dubaï est un peu plus artificielle, donc on est probablement la ville la plus ouverte sur les différentes communautés. Et donc ça, c'est quelque chose de très positif, mais malgré ça, dans différents quartiers, on a des replis identitaires assez forts qui se sont creusés, on a de l'intolérance, de manque de respect, quelles que soient les différences, pour autant qu'il y ait des différences dans les différentes personnes. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de tensions dans cette ville, et donc effectivement, ce que souhaite faire très clairement le MR, c'est revenir aux affaires. 15 ans d'opposition, c'est beaucoup trop long. Revenir avec un véritable projet libéral qu'on va pouvoir exposer ici pendant 7 heures ensemble, et sur lequel effectivement, un des piliers, c'est la mobilité. Je veux dire que la mobilité, pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que c'est la mobilité qui permet finalement aux Bruxelloises et aux Bruxellois de pouvoir se développer, pouvoir accéder à toutes les richesses de la ville de Bruxelles et pouvoir elle-même gérer sa propre vie. Quand on est bloqué, et on est bloqué certainement dans les embouteillages, j'ai encore fait dernièrement une dernière petite vidéo qui rappelait qu'en moyenne, les automobilistes bruxellois étaient bloqués 41 minutes par jour dans ces embouteillages, mais il n'y a pas que ça. On est aussi parfois bloqué parce qu'on est une personne âgée ou on est une personne à mobilité réduite et qu'on ne sait pas accéder à certains endroits parce que malheureusement, soit les trottoirs sont beaucoup trop vétustes, soit il n'y a pas des ascenseurs. On peut être bloqué parce qu'on est une femme et qu'on n'ose pas aller dans différents quartiers. C'est une entrave clairement à sa liberté. Donc il y a toute une série de mesures qui doivent être prises, qui dépassent parfois même les simples enjeux classiques, mais que je vais quand même répéter, qui sont ceux d'investir beaucoup plus massivement dans les transports en commun, augmenter l'offre de bus, augmenter l'offre de tram, mais augmenter évidemment l'offre de métro. Et ça passe notamment par la création de nouvelles lignes de métro. On voit bien qu'il y a des quartiers entiers qu'il faut pouvoir désengorger. Et là, il ne faut pas être dogmatique. Le MR n'est pas pour tout du métro partout, évidemment. Le MR est pour du métro là où c'est intelligent, là où il y a une densité de population qui le permet, là où l'investissement est efficient. Par contre, malheureusement, je dois bien constater qu'il y a un parti en particulier, le parti écolo, qui s'oppose systématiquement au vélo. On veut plus de mobilité douce, on veut rénover les trottoirs, on veut plus de pistes cyclables. Pardon? Au métro, il s'oppose au métro. Oui, qui s'oppose au métro. Je ne sais pas ce que j'ai fait comme lapsus. Vélo. Au vélo. Écolo ne s'oppose pas encore au vélo, mais il s'oppose au métro.
Je vais me tourner alors vers Laura, parce que bon, mobilité, c'est aussi un enjeu européen. Mais tout d'abord, vous êtes une jeune candidate. Exactement. Donc là maintenant, je suis étudiante à ULB, master en droit international. J'ai été la première femme présidente de la Fédération des étudiants libéraux, donc depuis son existence en 1975. Donc mon engagement en fait a commencé à mes 18 ans, donc militantisme à l'université, et après je suis rentrée donc chez les Jeunes MR et je suis actuellement aussi présidente des Jeunes MR d'Anderlecht. Alors la mobilité, c'est quelque chose qui me touche étant étudiante, et c'est vrai qu'au niveau européen, la meilleure chose à faire, c'est en fait une concertation entre les régions. Parce qu'on voit que, par exemple, il y a des lignes de train qui ne font pas de connexion entre pays. Et je trouve que c'est un peu idiot de faire des connexions entre régions, mais jamais entre régions transfrontalières. Et donc je pense que la meilleure chose, c'est par exemple de donner une meilleure concertation, par exemple au comité des régions, donner réellement une visibilité, et aussi de voir avec les ministres des Affaires étrangères comment on peut solutionner en réalité cela. Parce que je trouve que le train, c'est quelque chose du futur. Alors on sait que voilà, on a des problèmes en Belgique avec la CNCB, avec tous les retards qu'on a. Je pense que des fois dans certains pays, on se moque de nous, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment améliorer l'offre, surtout. À côté, il y a aussi tout ce qui est trottinette. Je pense que hier, j'ai vu que Uber avait lancé ses vélos. Donc, ce sont des initiatives qu'il faut justement pousser. Dans certains pays, on a aussi Drive Now. Drive Now, moi j'aime beaucoup parce que quand j'ai voyagé à Stockholm, eh ben justement j'avais l'application et donc j'ai pu utiliser Drive Now avec ma famille et avec mes amis. Donc ce sont toutes des initiatives comme ça européennes qu'on peut lancer, des applications avec des entreprises qui sont basées dans différents pays. Je pense que ça c'est l'Europe et la mobilité européenne, ce sera ça dans le futur. Vous voulez rajouter un mot? Non, mais je veux dire que Laura a vraiment raison, et c'est d'ailleurs c'est pas anodin si Laura, qui est une jeune candidate, met directement en avant des éléments de la mobilité qui sont ce qu'on appellera les nouveaux acteurs de la mobilité. Et c'est Drive Now, comme elle dit, c'est trottinettes, même Uber. Je sais que Uber on est une polémique aujourd'hui à la région bruxelloise parce que malheureusement le gouvernement bruxellois n'a pas voulu réguler et encadrer le marché, qui aurait permis d'ailleurs une concurrence plus saine entre les travailleurs de Taxi Vert et les travailleurs d'Uber, qui devraient être sur un pied d'égalité, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas aujourd'hui. Mais on voit bien que tous ces nouveaux acteurs de mobilité répondent à des objectifs de mobilité qui sont presque même des missions de service public. C'est le privé aujourd'hui qui permet notamment de répondre à certaines choses. Et quelles sont-elles? Par exemple, accéder à une gare, accéder à une station de métro. Une petite trottinette, c'est ça, c'est faire le dernier kilomètre, ce qu'on appelle le first mile ou le last mile. C'est très important quand on sait que en région bruxelloise en particulier, mais c'est la même chose autour des gares en Wallonie, il y a parfois des difficultés, il n'y a pas de foncier disponible pour pouvoir avoir les parkings qui pourraient être nécessaires. Donc c'est super important. Peut-être vous donner quelques chiffres parce que je vais essayer de jouer celui qui représente aussi le gouvernement fédéral. Au gouvernement fédéral, on a sur 4 ans, on a relancé les travaux du RER. On a surtout plus que relancé les travaux du RER. On a assuré un financement pour les 5 ou 10 prochaines années. Ce qui n'avait jamais eu lieu. On savait depuis 10 ans, tous les ministres socialistes et CDH précédents savaient qu'il allait manquer de l'argent. Et on est allé jusqu'au bout. Là, on a assuré par 1 milliard supplémentaire. On a remis, je vais faire vraiment des choses concrètes pour Bruxelles. On a lancé ce qu'on appelle l'offre S. L'offre S, c'est quoi? C'est se dire, arrêtons simplement de parler du manque de quelques kilomètres d'infrastructure. On va y travailler. Mais sur ce qui existe déjà, augmentons le nombre de trains et offrons vraiment une offre S, c'est-à-dire une offre de train qui est dans Bruxelles, qui va vers Bruxelles, qui est dans Bruxelles, c'est important aussi, qui permet de se déplacer à l'intérieur de Bruxelles. 76 nouveaux trains qui auront été émis sur ces 3 dernières années. 4 nouvelles gares RER qui auront été inaugurées pour les nafteurs, mais aussi certainement pour les Bruxellois. Donc on voit bien que ce travail, ces milliards investis et cette dynamique, elle doit aussi être, je l'espère pour le prochain gouvernement, mise en place avec la STIP pour qu'ensemble, évidemment, avec la SNCB et la STIB, ensemble, on prévoit les investissements, notamment en métro, nécessaires pour que, certes, c'est des investissements qui vont permettre d'avoir des infrastructures dans 10 ans, mais si on les décide pas aujourd'hui, on va avoir un problème dans 10 ans. On aurait préféré, évidemment, être en majorité depuis 15 ans et les décider, mais voilà, c'est pas le cas. Au niveau donc de la mobilité, donc il y a aussi évidemment Intra-Bruxelles, mais il y a aussi les fameux navetteurs qui viennent de périphérie
Beaucoup des partis qu'on a reçus sont pour des solutions de péage urbain ou de limiter un peu ces déplacements. D'un autre côté, ces gens voyagent pour aller travailler, pour aller créer de la richesse. Donc, comment un peu on réconcilie un peu cette mobilité douce avec les besoins de l'économie et des gens, des travailleurs qui viennent chaque jour dans notre pays. Moi, je vais commencer. Je pense que la meilleure chose aujourd'hui, c'est surtout de mettre en avant justement la mobilité douce. C'est de voir un petit peu maintenant, pendant l'année qui va venir, comment ça marche. Quels sont les utilisateurs qui utilisent, par exemple, les trottinettes, les vélos électriques, etc. Je pense qu'un péage urbain, c'est trop tôt pour le mettre. Il faudra une analyse de quelques années malgré tout, parce que mettre un péage urbain, c'est quand même des coûts supplémentaires, donc c'est changer un peu le système aussi forcément de tout ce qui est la taxation, et bon, c'est qu'OMR, on n'aime pas tout ce qui est taxe forcément. Je pense qu'il ne faut pas non plus pénaliser ceux qui prennent la voiture. Il faut justement se poser des questions. Pourquoi les personnes prennent la voiture aujourd'hui à Bruxelles ? Pourquoi justement il n'y a pas plus d'offres SNCB? Pourquoi il y a un retard dans la SNCB? Pourquoi les nafteurs prennent la STIB mais pas assez justement à Bruxelles? Peut-être améliorer aussi le plan. Aujourd'hui, je pense qu'il faut surtout une concertation bruxelloise, ou même avec toutes les régions en fait. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas une problématique de Bruxelles simplement, c'est une problématique de la région flamande, de la région wallonne, mais aussi la région Bruxelles-Capitale. Je pense que c'est même un problème de la Belgique sur ce dossier de la mobilité. Donc, au niveau, on oppose souvent aussi mobilité avec environnement, comme on oppose environnement avec économie. Pour vous, est-ce que ça peut se réconcilier, donc l'environnement d'un côté et l'économie de l'autre? Comment allons-nous développer, justement, lutter, répondre aux jeunes qui défilent tous les jeudis pour le climat? Si vous les aviez devant vous, qu'est-ce que vous leur expliquerez? Quelles mesures urgentes pouvons-nous déjà prendre? Vu que beaucoup de partis qui étaient là, dans les socialistes, que les Verts nous ont tous dit qu'il y a de l'argent, puisque Bruxelles a été refinancée à hauteur d'un demi-milliard, donc il y a assez de moyens sans devoir augmenter les taxes. Mais je commencerai pour répondre à votre question en disant attention, c'est pas est-ce qu'on doit combiner ou est-ce qu'on peut combiner l'environnement et l'économie, c'est que sans économie, sans société florissante, sans croissance économique, il n'y aura pas les capacités pour pouvoir répondre aux enjeux environnementaux. Donc, et Charles Michel l'a bien dit, il a dit, il n'y aura pas d'enjeux climatiques en tout cas, sur un désert économique. Et donc, on doit travailler évidemment là-dessus, on doit travailler de pair. On doit travailler de pair parce qu'on se rend compte que la plupart des solutions à court terme comme à moyen et à long terme sont des solutions qui passent notamment par de l'innovation. On ne doit pas toujours faire culpabiliser les citoyens en leur disant « vous devez consommer moins ». Peut-être qu'on doit, pour certaines choses, peut-être un peu moins consommer. On doit probablement mieux consommer. On doit mieux consommer dans son ensemble. On doit peut-être mieux produire également avec les entreprises. Et donc, il y a effectivement cette volonté de pouvoir travailler tant sur l'économique que sur l'environnemental. C'est fondamental. Si on reprend les enjeux de l'environnement, mais ça peut être les enjeux de la mobilité, il faut évidemment, comme Lara l'a bien dit, développer encore plus la mobilité douce pour que ce soit une vraie alternative à la voiture. Si on parle de la qualité de l'air, on doit investir dans les transports en commun. C'est pour ça qu'on demande un grand plan d'investissement, notamment dans les transports en commun, dans les infrastructures, pas des pertes d'argent dans des frais de fonctionnement lourds, dans des infrastructures. On doit, si on réfléchit par exemple à la consommation, peut-être réfléchir à notre rapport, certes, à la consommation, mais surtout soutenir les entreprises qui sont des entreprises locales, des commerces de proximité, en diminuant la fiscalité, ce que le gouvernement fédéral a fait, en diminuant les charges sociales, ce que le gouvernement fédéral a fait et souhaite continuer. Tout ça, tout le tax shift, par exemple, on ne se rend pas compte, mais ça permet notamment aux petits commerces de proximité de pouvoir tenir le coup, de pouvoir engager. Et ce petit commerce de proximité, il a une mission, notamment dans ses objectifs environnementaux généraux. Si on parle maintenant sur les aspects plutôt liés au climat même, il y a effectivement des politiques qu'on doit mener qui touchent, je l'ai dit, la mobilité, le commerce, qui touchent le rapport à la consommation. Donc tout ça, ça doit être revu et réfléchi ensemble. Donc moi, j'ai organisé avec Lara d'ailleurs
toute une série de rencontres entre des experts et les jeunes pour dire attention, on ne doit pas rester chacun dans des slogans des jeunes ou les slogans des politiques. On doit maintenant réfléchir ensemble à comment construire cette nouvelle société. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse de plus? Quelles sont les nouveautés? Quelle est l'innovation qui va permettre de répondre à ça? Je vous donne un exemple. Quel est mon exemple? Moi, je suis un Bruxellois. J'ai jamais eu de voiture. Je mange, comme ça tous les auditeurs le sauront, je suis quasi végétarien, presque, on va dire à 95%. Je n'ai pas d'enfant, j'habite un appartement et qui est pas trop mal isolé. Pourtant, quand on regarde mon lien justement avec l'environnement, il n'est pas très bon. Pourquoi? Parce que je pars en vacances généralement 2 fois par an et je pars généralement 2 fois avec l'avion. Ah, mais ça veut dire, c'est un coup, mon pic de consommation augmente fortement. Ça veut dire que si on veut réfléchir évidemment en rapport avec l'avion, on doit réfléchir probablement non pas sur une accumulation de taxes comme parfois les écolos le proposent, mais sur comment est-ce qu'on va faire en sorte que cette industrie innove rapidement. Et c'est vraiment l'innovation et les nouvelles technologies, à mon avis, qui vont permettre de répondre à une série de choses. Exactement. Mais moi, je suis exactement David sur le sujet. Moi, mon message, en tout cas pour les jeunes aujourd'hui, c'est de changer les habitudes. Pour ma part, quand j'ai fait la campagne électorale communale à Anderlecht, j'ai changé mes habitudes parce que j'ai découvert en fait des nouvelles startups qui étaient à Anderlecht et même des circuits courts en fait. Donc maintenant, je ne fais que ça. Je ne fais que la promotion du circuit court à 100%. Je suis vraiment une adepte de ça. Parce qu'en fait ça me touche, je me dis que voilà, il y a des personnes qui sont tout près de chez moi et qui font des produits, des biscuits, etc., qui vendent de la viande tout près de chez nous, et je trouve que les jeunes doivent changer leurs habitudes. Après, il y a aussi une question européenne, et là je fais un petit peu la publicité de mon eurodéputé Frédéric Ries, qui a quand même mis en avant la directive sur le plastique à usage unique. Donc c'est elle qui a bataillé réellement pour ça, donc elle n'a pas attendu les écologistes pour faire ça. Donc je veux dire que par là, il faut pas non plus aller dans le cliché où quand on fait la promotion du circuit court ou de l'écologie, c'est pas simplement les écologistes, c'est vraiment une question pour tout le monde en fait, pour tous les partis et même pour toutes les personnes, parce que en fait, si on fait pas attention à l'écologie même, notre philosophie politique ne marchera pas. On a besoin du monde, on a besoin de la société aujourd'hui. Justement, l'environnement est un cheval de bataille pour l'Europe depuis très longtemps et avec des très bons succès. C'est quand même l'Europe qui est parmi les autres économies la plus environmental friendly. Exactement, et il y a beaucoup d'initiatives qui se font. Mais on voit qu'au niveau des États membres, il y a justement des mouvements. Les gens ont l'air d'être plus impatients, que ce soit en France, que ce soit en Belgique ou chez nos voisins même allemands, néerlandais. Il y a l'air d'avoir une impatience. Donc, comment l'Europe peut un peu traduire ce bon élève au niveau mondial, comment il peut le traduire au niveau des États membres? Mais moi, je pense qu'il faut une concertation entre les pays, premièrement. Je veux dire, par exemple, le label bio, il faudrait justement qu'on trouve une concertation sur le sujet. Parce que des fois, en Espagne, en France ou même en Belgique, il y a des fois des appréciations sur le bio. Et justement, comment on appelle un produit biologique, en fait. Donc, pour ça, je suis vraiment une adepte de la concertation. Après, dans un second temps, j'aimerais aussi qu'on fasse une certification du label des produits européens. Je pense que ça pourrait montrer aussi que l'Europe est là derrière. Troisièmement, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on crée le Nutri-Score, en fait, européen. Vous pouvez expliquer? Voilà, ce qui signifie que, en fait, par exemple, quand je vais en France et que j'achète un produit, par exemple, quand il y a marqué glucides, etc., c'est d'une manière française, en fait. Ça veut dire que ce n'est pas la même chose qu'en Belgique. Il y a certains composants qu'on ne voit pas forcément dans d'autres pays. Et je trouve qu'on devrait mettre ça en place dans toute l'Europe. Comme ça, si jamais on a un produit qui vient de Pologne, parce que voilà, on préfère quelque chose, un biscuit ou n'importe quoi, qu'on puisse comprendre, en fait, la composition de ces produits. Et je trouve que ça, ce serait important pour les consommateurs. Dans un second temps, je trouve aussi qu'on devrait améliorer aussi, l'Europe devrait faire la promotion de tout ce qui est circuit court. Donc par exemple, dans chaque pays... Oui, justement, parce que la dernière législature était marquée par la lasagne au cheval. Voilà, exactement. De Roumanie, qui a fait vraiment tout un tour. Comment on réduit tous ces intermédiaires qui, d'un côté, augmentent le prix, sans compter la pollution. Voilà. Et je trouve qu'on devrait faire des initiatives. Je pense que le Parlement européen a une bonne communication aujourd'hui. En tout cas, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui suivent les actualités. Donc
donc je trouve que là maintenant, ce qu'on devrait faire, c'est chaque pays, on devrait faire de la publicité en fait, et montrer en quoi le projet européen est positif, parce qu'on a la PAC aussi, on a la politique agriculture commune. Moi, je suis partante justement pour qu'il y ait plus de budget pour les jeunes agriculteurs wallons, par exemple. Mais ce que je veux montrer, et c'est surtout ça ma candidature aujourd'hui, c'est montrer la plus-value en fait du projet européen. Qu'est-ce que fait le projet européen aujourd'hui pour nous à Bruxelles et pour nous en région wallonne? Moi, j'ai découvert dans l'application du Parlement européen que, en fait, le projet européen finançait 3 projets à Anderlecht. Et je ne savais pas, en fait. Pourtant, j'habite à Anderlecht, pourtant j'habitais à côté d'un projet qui est le maraîcher, justement, belge, justement, qui fait agrandir des fruits et des légumes, etc. Et en fait, le projet européen finance ça. Et donc, j'encourage tous les jeunes et toutes les personnes qui nous suivent de télécharger l'application. D'accord. Vous pouvez donner le nom de Je pense que c'est Qu'est-ce que l'Europe fait pour nous, mais je pense que c'est un autre nom aussi en application. Alors, je vais prendre vite mon GSM et le trouver. Ça, c'est l'avantage d'avoir des jeunes candidats qui sont... Exactement. C'est vraiment c'est fondamental. Justement, la technologie, on a vu pas mal d'incubateurs et tout ça émerger à Bruxelles. Comment vous voyez ça pour suivre aussi demain, vous êtes aux commandes à la région? Tu as trouvé l'application? C'est Citizens App. Voilà. Citizens App. Ok. Voilà. Bah, c'est super important parce qu'il y a trop de politiques qui se cachent derrière l'Union européenne et qui mettent, ça on le sait, toute une série de responsabilités alors que c'est pas de sa compétence au niveau européen. Et on voit bien évidemment les excès que ça peut aboutir. Moi, je suis convaincu que le Brexit, c'est le résultat d'une excessivement mauvaise communication, en tout cas du gouvernement, toute une série de politiques britanniques qui ont inventé toute une série de responsabilités que l'Union européenne n'avait pas, mais alors que à côté de ça, ce genre d'application, ce que Laura vient de dire, pour bien montrer que c'est aussi du concret l'Union européenne. C'est du concret, ça descend dans les quartiers, on le sait dans différents pays, on le voit bien, je crois qu'il y a toute une série de citoyens européens qui l'ont bien perçu. On le voit peut-être moins un peu maintenant, nous, parce qu'on est les fondateurs et que finalement, on voit ça on connaît l'Union européenne sans savoir toujours exactement ce que ça peut faire pour les Bruxelloises et les Bruxellois. Ça, c'est du concret. Pour revenir à votre question, c'est fondamental. Je suis convaincu que on arrivera à aider certains quartiers à développer beaucoup plus d'emplois dans les quartiers qui ont le plus de difficultés, notamment par les nouvelles technologies, notamment par les nouvelles start-up, notamment par les incubateurs d'entreprises, qui vont amener d'abord de la connaissance, qui vont amener de l'emploi dans un premier temps qui est hautement qualifié, mais tout autour, il y a tous les métiers de la logistique qui répondent notamment à des vrais besoins et en tout cas une vraie demande au niveau du marché de l'emploi. Il y a des jeunes qui sont parfois peu qualifiés qui pourront répondre à ces boulots. Et donc c'est très important pour l'emploi. C'est très important aussi pour la ville qu'on souhaite. On souhaite que la ville soit smart ou que la ville soit wise, c'est-à-dire qu'elle soit le plus en lien évidemment avec les nouvelles technologies, mais des nouvelles technologies, j'insiste là-dessus, tournées vers l'humain. Je suis parfois critique de développement de certaines technologies. J'expliquais encore avec un collègue, je ne veux pas un collègue, mais quelqu'un qui travaille dans une banque, qui était au sein d'une fédération. Il y a parfois des technologies qui bypassent l'humain, dont je ne vois pas la plus-value. On devrait être attentif à ça. J'ai travaillé beaucoup sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça va révolutionner le lien avec le travail. L'intelligence artificielle, ça doit nous accompagner effectivement dans toute une série de prises de décisions. C'est pas de la robotique. En gros, c'est permettre finalement à des ordinateurs ultra puissants d'automatiser, par exemple, on peut imaginer la gestion des emails, d'automatiser peut-être toute une série de tâches administratives hautement automatisées, de nous aider quand on doit aller chercher, je sais pas, un restaurant, comme ça on peut déjà le faire, quand on doit chercher, on parlait de la mobilité tout à l'heure, quand on doit se déplacer d'un point A à un point B, ça peut nous aider à avoir la décision la plus efficace avec notre profil, qui est notre profil de moi, David Westman, mais qui n'est pas le même que celui de vous, Daniel. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider dans le quotidien. On a sous-estimé, en tout cas, les investissements réalisés dans l'intelligence artificielle. Je souhaiterais que Bruxelles soit une des villes, en tout cas pionnières,
On a un rôle à jouer dans ce qu'on appelle notamment tout ce qui est la gestion des données, et ça va créer de l'emploi, ça va surtout nous mettre sur une carte européenne et j'espère une carte mondiale également. Je ne sais pas si vous savez que l'intelligence artificielle, on était déjà pionnier, en tout cas l'ULB était pionnier dans les années 80, parce que les premières études, premières recherches se sont faites notamment à l'ULB. Il n'y a pas de raison que maintenant on n'arrive pas à transformer ça dans une création d'emplois intéressante pour tout le monde. Pour autant, évidemment, et je le redis, qu'on accompagne ce développement technologique pour que ce soit une plus-value pour l'humain. Moi, j'ai pas peur de dire qu'aujourd'hui, il y a des développements technologiques qui ne sont pas des plus-values, qui ne sont pas connectés avec un service à la population. Et donc, pour ça, on doit avoir un cadre. Pour ça, il faut avoir une réflexion. Pour ça, on doit travailler avec des experts. Sinon, on laisse faire le marché. Et même moi, comme libéral, je dis attention, je laisse faire le marché, sauf quand il faut fixer un cadre. Je reviens avec un exemple que j'ai abordé tout à l'heure. Uber, moi, je suis très favorable à Uber parce que ce sont des travailleurs qui offrent un nouveau produit. Mais je trouvais illégitime qu'Uber soit finalement en concurrence en partie déloyale avec les taxis verts. Les socialistes ont une attitude très corporatiste en disant on ne veut pas de la nouvelle technologie, on rejette la nouvelle technologie. In fine, on a eu un système qui s'est décidé au fur et à mesure par notamment la justice qui a dû intervenir, et on a des taximens qui ont dû payer notamment un droit pour pouvoir être taximen qu'un travailleur d'Uber n'a pas dû payer. Donc c'est une concurrence qui est un petit peu déloyale, qui est assez déloyale, parce qu'on n'a pas encadré le marché. Mais quand on veut encadrer le marché, il faut pouvoir embrasser l'idée que le monde évolue, et ça, malheureusement, à part les libéraux aujourd'hui, je vois qu'au sein de la gauche, ils sont devenus les conservateurs de beaucoup de choses, et ce conservatisme-là, et j'en ai fait la démonstration à plusieurs reprises, est très mauvais. Elle est très mauvais pour qui? Pour les travailleurs eux-mêmes, parce qu'il vaut mieux se mettre autour d'une table, voir secteur par secteur ce qu'on doit faire, et après, évidemment, concevoir la ville ou la Belgique ou l'Union européenne du futur. Alors, le problème d'Uber, effectivement, un problème bruxellois, mais on l'a vu aussi à Paris, on l'a vu dans plusieurs villes européennes. Est-ce que l'Europe n'aurait pas quelque chose à dire ou à faire à ce niveau-là? Pour moi, elle devrait réglementer, ça c'est clair et net. Le problème, c'est que voilà, les pays sont différents, la législation est différente sur tout ce qui est taximen. Il y a des pays qui acceptent mieux Uber, il y en a qui acceptent moins, parce que c'est vrai qu'on a une conception encore différente entre voilà, le nord et le sud, donc tout ce qui est Danemark, etc. On a une conception X sur justement les nouvelles technologies et donc les voitures partagées. Est-ce qu'on n'a pas la même vision au niveau du sud? Donc je pense qu'une réglementation ou une directive, ça c'est clair qu'il faudra pour la nouvelle législature européenne, parce que c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Mais en même temps, il faut aussi laisser l'appréciation des États. Je pense que maintenant, il faut que les parlements voient qu'il y a ces nouvelles technologies, donc Uber et etc. Il faut qu'elles prennent en main. Je pense que refuser cela, c'est mauvais, parce que ça existe et ça existera toujours. Donc c'est repousser le problème à plus tard, parce que dans 10 ans, il y aura peut-être un nouveau Uber. Et donc je pense que maintenant il faut prendre la main. Tout à fait. À San Francisco, ils disent que dans 25 ans, il n'y aura plus de taxis. Voilà, exactement. Dans le sens que nous connaissons. Voilà, donc je pense que c'est maintenant qu'il faut le prendre. Le problème pour eux, pour moi, c'est une solution. Il est temps, en tout cas. Ça sert à rien de repousser la chose. Ça sert à rien de fermer les portes. Ça existe. Donc maintenant, il faut juste ouvrir la porte, mettre une concertation entre tout le monde, et on verra ce que ça donnera. En fait, moi, je voyais deux problèmes pour répondre aussi concrètement. C'est aujourd'hui, Uber, quel est le problème? Moi, j'ai pas peur de le dire, je suis un client. Mais je suis pas que client d'Uber, je suis aussi client de taxi vert, n'ayant pas de voiture, je suis quand même un consommateur. Mais Uber ne paye pas de taxes. En tout cas, pas d'impôts directement, ou ces grandes entreprises oui, il y a aussi un problème social, ne payent pas des impôts en Belgique ou dans l'Union européenne. Est-ce que ça me pose un problème? Oui. Est-ce qu'on devrait réfléchir au niveau européen? Très clairement, oui. Est-ce que la Belgique peut être pionnière là-dessus et pousser? Oui, et je pense qu'elle le fait régulièrement. Deuxièmement, de façon plus pratico-pratique, nous avons, au fur et à mesure de notre histoire, organisé des marchés avec très peu de concurrence. Et notamment, vous savez que pour un taximan, il faut payer une licence. C'est ça la discrimination, c'est que certains taximans ont dû payer une licence, ont vu arriver des travailleurs. C'est des travailleurs. C'est pour ça que moi je veux pas, contrairement aux socialistes, opposer les gens. C'est des gens qui se lèvent très tôt, qui ont investi dans leur voiture et qui veulent bosser. Mais je veux que le marché soit le même pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on soit une concurrence qui soit loyale. Eh ben, il y a de la concurrence déloyale puisque le type, il a dû acheter une licence pour pouvoir faire son activité. Ça, c'est le taximan A. Uber arrive et ne doit pas payer cette licence.
Ça ne va pas. Le MR a fait des propositions concrètes. On a dit on veut un marché commun et il faudra évidemment que l'État rembourse les licences qui ont dû être payées à un moment donné où les règles du jeu étaient différentes. Mais si on ne se met pas autour d'une table pour discuter ensemble des règles du jeu, qu'est-ce qui arrive ? Et c'est dans 50 secteurs comme ça. Il suffit de regarder les 50 dernières années ou les 100 dernières années. Ce qui arrive, c'est que finalement, le plus gros l'emporte, que finalement, le client suit le plus gros, et que peut-être qu'il y a des décisions de justice qui permettent d'encadrer le marché. Mais c'est la pire des décisions. Ce que les socialistes ont fait aujourd'hui, c'était de dire le politique ne va pas s'en mêler. Eh ben, c'est une décision très mauvaise. Et parfois, on est mal compris, parce que moi, je suis pas du tout pour protéger Uber. Au contraire, d'ailleurs, je suis pour qu'ils respectent les règles. Mais la situation dans laquelle on est là, c'est la pire des situations pour les taximens. Est-ce qu'une taxe, comme a proposé la France, et qui vont implémenter, mais bon, ils préféreraient aussi à l'Europe, la fameuse taxe GAFA, est-ce que cette taxe pourrait justement être utilisée justement pour harmoniser ces différences un peu sociales Alors on peut croire que les libéraux justement sont contre tout ce qui est taxe, mais justement maintenant au MR on défend cela. Même au niveau européen, c'est ce qu'on appelle les GAFAM, voilà justement, c'est que justement ils doivent payer, comme l'a dit David, il faut qu'ils respectent les règles. Ils ne doivent pas avoir une exception parce que c'est les géants, justement. Bien au contraire, ils sont les géants, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, donc ils doivent être exemplaires aussi, forcément. Je trouve que l'Europe ne doit pas faire une exception sur le sujet. Facebook, etc., doivent vraiment avoir une taxe. Après, la question de la taxe est bien évidemment différente si on pense PS ou MR, clairement, mais une taxe en tout cas, oui. Faut payer un impôt juste, hein, c'est ça en fait. Et l'impôt, parfois, n'est pas juste. Il n'est pas juste parce qu'il est trop élevé sur le travail. Il faut bien se rendre compte que dans notre pays, on est encore un des pays qui paye le plus sur le travail. Et est-ce que c'est injuste ? Oui, c'est complètement injuste. Quelqu'un qui a déjà 33 000 euros paye déjà 50%, alors que dans les autres pays, on pourrait atteindre ce niveau à un seuil beaucoup plus élevé. Donc finalement, grosso modo, tout le monde paye le même impôt et on paye beaucoup d'impôts très très rapidement. C'est pas juste si des grandes entreprises ne payent pas d'impôts dans un pays, même si, attention, que ces grandes entreprises quand même font travailler des gens, payent des charges salariales, payent des cotisations sociales, donc tout ça c'est aussi important. Donc ce qu'on veut c'est un impôt juste. Et une fois que l'impôt juste est défini, il faut de la lutte contre la fraude fiscale. Moi j'ai pas de problème. Une fois que l'impôt juste est défini, il faut évidemment que tout le monde le paye. Donc tout ça c'est cohérent. C'est cohérent, mais pour ça il faut pouvoir avoir une vision du monde et pas simplement une vision d'un petit secteur d'activité ou vouloir faire plaisir à des amis et finalement en ayant souhaité avoir une attitude pour les protéger, c'est les exposer à un très grand marché ou en tout cas un très grand joueur qui risque de les absorber complètement. Alors on a beaucoup parlé des nouvelles technologies, j'aimerais bien c'est aussi avec l'éducation, parce qu'on parle le fameux tronc commun et tout ça, donc beaucoup de skills nouvelles. D'ailleurs, la Commission européenne parle que les enfants qui naissent aujourd'hui feront à 68% feront des jobs qui n'existent pas encore. Donc, comment préparer ces gens à l'emploi futur et à l'accès à cet emploi, donc au niveau de l'éducation, avec le nouveau pacte d'excellence, etc. Quels ingrédients rajouteriez-vous dans ce mix éducationnel ? Alors pour moi, l'enseignement c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Ça fait plus de 15 ans qu'on se ramasse dans les tests PISA. Ça fait 15 ans qu'on est dans la cata pure et dure, parce qu'en fait, moi ce qui me fait le plus mal, c'est que l'enseignement belge est l'un des plus financés d'Europe, mais les résultats sont catastrophiques, surtout en région wallonne et région Bruxelles-Capitale, du côté francophone. Alors pour moi, l'une des solutions, par exemple, ce serait d'améliorer les langues. Pourquoi ? Parce que les langues, c'est le futur. Aujourd'hui, par exemple, on arrive facilement à voyager dans d'autres pays et on doit parler, par exemple, anglais. Mais il faut que ce soit dans l'école, forcément. Il faut qu'on l'apprenne de base. Et moi, ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, on ait un enseignement de qualité. Et pour moi, le pacte d'excellence ne le permet pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui manque ? Il lui manque, en fait, ce côté un peu européen, international. J'ai l'impression qu'on est trop centré sur nous-mêmes aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit des élèves qui ne parlent pas, par exemple, une seconde langue, le néerlandais ou même l'allemand. Ils ne parlent que le français et encore, certains ont des résultats médiocres. Aujourd'hui, je pense que maintenant, il faut que le MR prenne en main l'enseignement, surtout en région Bruxelles-Capitale, parce qu'il est temps. Là, c'est urgent. Si on n'investit pas sur nos jeunes, dans le futur, ce sera une catastrophe, justement, parce qu'il y aura certains qui n'auront pas les skills
pour avoir un job. Alors oui, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, la Commission européenne a affirmé que plus de 60% des jeunes travailleront sur des nouveaux jobs, mais je suis certaine que dans ces nouveaux jobs, il faut avoir des skills différents. Et moi, je trouve que c'est par la langue. Puis même, la langue, c'est hyper important parce qu'il faut communiquer avec les autres. C'est ça aussi. Je trouve aussi qu'il faut permettre aux jeunes d'arrêter ce cliché par exemple, le coding à l'école primaire. Le coding, ça c'est très important. De choses-là qu'on voit beaucoup en Europe. On a Molenbeek, par exemple, qui est vraiment connu en Europe. Mais il y a aussi ce cliché qui est que tout ce qui est formation professionnelle et technique, c'est du côté négatif. Moi, j'ai été en Suisse et justement, c'est du côté très positif de faire une formation technique et professionnelle. Et ça, je trouve qu'on doit changer les mentalités. Et c'est à travers l'Europe qu'on peut le faire, justement, en faisant la promotion des gens qui ont fait une formation technique ou professionnelle pour justement voir le concret. Parce que c'est ça aussi qui manque aux gens. C'est de voir le concret aujourd'hui. C'est de voir où, justement, des personnes qui ont fait ces formations sont aujourd'hui. Et alors, bon, comme vous êtes une jeune femme, juste une petite parenthèse, parce qu'on parle beaucoup à l'Europe Girls for Coding, et on dit qu'il n'y a pas assez justement de femmes dans les professions d'ingénierie, développeurs, etc. Quelle serait votre démarche Moi, pour moi, ce serait que là, en fait, par exemple, le plus concret, je trouve, c'est qu'on fasse des projets avec les parlements différents, par exemple, le Parlement de la région Bruxelles-Capitale, avec Molenbeek, pour justement faire des formations spécifiques pour les femmes. Alors, on va me dire c'est un petit peu discriminatoire, etc. Mais il faut en fait. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes, on doit les pousser. Parce qu'il y a un certain cliché que ce monde, c'est pour les hommes. Alors que moi, je le vois avec B19 et Molenbeek qui font des initiatives comme ça pour les femmes, justement. Pour que comme ça, on puisse montrer l'exemple. Comme je l'ai dit, c'est de montrer le concret. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que 15 ans de gouvernement PS, CDH, écolo en alternance, c'est pas possible pour gérer, c'est plus possible pour gérer l'enseignement. On voit bien, Laura l'a bien dit, les résultats sont mauvais. Et pourquoi est-ce que, sans rentrer dans les détails, mais fondamentalement, ce qui nous diffère, c'est qu'ils n'ont pas confiance dans le corps enseignant. Ils n'ont pas confiance dans les directeurs. On voit bien qu'on a eu toute une série de réformes que je connais depuis que je suis en fin des primaires, et à mon avis, Laura n'était même pas née, toute une série de réformes qui sont des réformes très dirigistes. Alors que ce dont on a besoin, c'est des professeurs bien payés, c'est des profs motivés, c'est des directeurs d'école qui sont directeurs d'école parce qu'ils ont les capacités de l'être, et ils ont les capacités de l'être, pas pour remplir de la paperasserie, parce que c'est des managers, parce que c'est des gens qui vont motiver leur équipe, parce qu'ils ont une vision pour leur école. On leur a retiré tout ça. Le décret mixité a été une erreur complète. Finalement, ça a renforcé les inégalités. Les enfants qui habitent dans des quartiers plus difficiles se retrouvent dans des écoles qui sont devenues des écoles dont les enfants ont tous des problèmes, en tout cas de plus en plus difficiles. Ça a renforcé les inégalités. Et on voit bien que on n'est pas arrivé à tirer tout ça vers le haut. On doit avoir des écoles davantage tournées vers les langues. On veut d'ailleurs des écoles bilingues, des écoles peut-être même trilingues. On doit avoir des écoles qui, après avoir assuré pour toutes et tous les savoirs de base, se tournent évidemment vers le marché de l'emploi. Et quand on se tourne vers le marché de l'emploi, on a effectivement ces réflexions sur l'informatique de façon générale, notamment dans le secondaire. Moi, je me pose une question. L'informatique devrait être enseignée dès le premier secondaire comme les cours de géographie, les cours d'histoire, parce que parce que c'est fondamental aujourd'hui dans notre société. Et d'ailleurs, pour répondre aussi et pour complémenter Laura, une des difficultés une des raisons pour lesquelles on a très peu de femmes aujourd'hui dans le monde de l'informatique, entre parenthèses, les femmes étaient majoritaires dans le monde de l'informatique au début de l'informatique, mais ça c'est souvent le cas. Au début, les femmes sont majoritaires. C'est une femme qui a créé le Wi-Fi d'ailleurs. Quand c'est devenu orienté vers le business, généralement les hommes y voient un intérêt, donc ils poussent. Une des raisons de combattre cela, parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup plus de métiers tournés vers l'informatique, parce qu'il y a des pénuries, et donc on a besoin que les femmes s'y intéressent aussi pour ce qu'elles apporteront elles dans la société, mais aussi ce qu'elles apporteront sur le marché de l'emploi. On doit avoir des cours le plus tôt possible, parce qu'on voit bien que ceux qui se dirigent vers les filières de l'informatique aujourd'hui, c'est le classique un peu cliché du geek.
Et donc, il faut pas que ce soit ça. Il faut que ce soit des garçons et des filles qui auront été conscientisés dès le début, peut-être même dès la primaire, hein, parce que on n'est pas obligé de faire du coding, hein, on peut savoir ce que c'est que les langues, ce que de l'informatique, ce que ça peut apporter, se diriger vers la nouvelle technologie. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental aussi. Et on doit avoir une réflexion sur l'enseignement sans avoir des grandes réformes, mais qui permet à chaque enfant de pouvoir se développer aussi en fonction de ses aptitudes, en fonction de qui il est, d'où il vient. Et ça manque, que ce soit d'ailleurs dans la formation même, ça c'est pour plus tard, hein, dans la formation plus individualisée ou dans l'enseignement, on ne laisse pas assez ressortir les qualités intrinsèques de chacun. Et pourquoi ? Parce qu'on a des grandes classes, parce qu'on a mal aménagé le nombre de professeurs par classe, parce que parfois il y a des profs qui sont absents parce qu'ils sont un peu démotivés. Et donc c'est tout ça qu'on doit refaire. On ne doit pas refaire des grandes réformes. On doit remotiver les profs, remotiver les directeurs et permettre d'avoir un management un peu plus moderne. Alors nous approchons de la dernière partie de cette émission. Donc ici vous êtes Al-Mouatine, qui est le citoyen en arabe, et donc qui a été créé pour favoriser le vivre ensemble, la rencontre entre les différentes cultures, les différentes populations qui se trouvent à Bruxelles. Ce vivre ensemble a été assez malmené pour des raisons évidemment extérieures. Il y a eu les attentats et plein de choses. On voit encore hier encore la polémique sur les migrants et le traitement des migrants. Qu'est-ce que, pour vous, quelles seraient les mesures pour un peu ressouder, pour refaire ce Bruxelles multiculturel qui s'enrichit et positif, qui est aussi un peu un problème européen, parce que l'Europe aussi a un problème au niveau des rencontres entre les différentes nations qui sont souvent pour le moment assez opposées. Oui. Donc quelles seraient, vous à l'Europe et vous à la région et au fédéral, quelles seraient les mesures, votre réponse que vous apporterez pour reconstruire un peu ce vivre ensemble? Moi, j'ai plusieurs réponses. Premièrement, ce serait en fait de faire un cours européen, donc d'histoire européenne, par exemple, et de le mettre un peu obligatoire, justement, pour rappeler un peu les valeurs. Pourquoi, en fait, le projet européen a été créé ? Parce qu'en fait, il y a aujourd'hui beaucoup de fake news sur le sujet. Je sais que, par exemple, la Commission européenne a une très mauvaise image, et malheureusement, les gens sont mal informés sur son fonctionnement, et même le Parlement européen. Et c'est vrai que les gens ne savent même pas ce qu'est la différence entre Conseil de l'Europe et Conseil européen. Donc c'est vrai que même dans mon entourage, c'est à moi d'expliquer la chose. Et je trouve que c'est hyper important. Il ne faut pas oublier que Bruxelles, on est le centre de l'Europe. C'est ça qui est important. Deuxièmement, je trouve qu'on devrait faire plus de partenariats avec les écoles. Ce qui signifie qu'il faudrait faire plus de visites du Parlement européen pour conscientiser nos jeunes. C'est à partir de nos jeunes qu'on peut justement promouvoir les valeurs que l'on transmet plus tard. Troisièmement, ce serait aussi, et ça c'est un avis plus personnel, c'est de créer un média pan-européen. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans certains médias, on ne voit pas assez ce que fait l'Europe. On ne sait pas ce que fait vraiment beaucoup de... Voilà. Il y a beaucoup de médias européens, Active, Politico... Oui, mais c'est en fait des gens passionnés. Enfin, moi, je lis Politico. Mais c'est vrai que les gens voilà. qui lisent, c'est ça le souci, c'est que les expats européens ne rencontrent pas beaucoup de Belges. Moi, chaque fois que je vais place du Luxembourg, ah, vous êtes bruxellois. Ah, c'est le premier bruxellois avec qui on a une certaine interaction. Comment on les fait un peu Moi, je pense que c'est un média pan-européen qui va faire la chose. Parce que c'est vrai que c'est pas normal qu'on doit avoir Euroactive ou Politico pour réellement voir ce qui se fait au Parlement européen. Je trouve que c'est justement aux médias actuellement de se sensibiliser. Moi, parfois, j'étais un petit peu triste parfois de voir certaines réactions d'eurodéputés et de ne pas les voir sur RTL TV et la RTBF, alors que je trouve que c'est la base un petit peu, et de voir un petit peu les avis des autres eurodéputés. Il faut toujours attendre la session plénière à Strasbourg pour voir peut-être quelque chose qui démarre parce qu'il y a eu un petit scandale ou un eurodéputé qui s'est énervé comme notre eurodéputé, Louis Michel. Une fois, un jour, il a pété un câble. Mais ce que je veux dire par là, c'est ça en fait, c'est essayer de sensibiliser. Aujourd'hui, on a les nouvelles technologies, on a Internet. Juste à taper Parlement européen les valeurs et on trouve plein de sujets. Et moi, ce que j'aimerais, et c'est ça mon combat, c'est combat contre les fake news. Le projet européen est positif, mais il faut montrer le concret. Et ça, c'est mon but aujourd'hui en tant que jeune, c'est de sensibiliser, parce que je suis à l'université, c'est de sensibiliser sur le projet européen. Alors c'est vrai qu'à l'université, on a beaucoup de cours, moi je suis en droit européen, donc
on voit à peu près, mais il n'y a pas justement cette transmission à des personnes qui ne sont pas à l'université, qui sont des personnes... Ou dans d'autres filières. Voilà, dans d'autres filières, ou qui sont citoyens. Et moi, c'est pour ça que je me suis engagée dans le militantisme chez les libéraux, c'est pour faire des conférences sur l'Europe. Voilà. Et elle est candidate à l'Europe. Voilà, exactement. C'est pas merveilleux, ça. Alors, on travaille beaucoup au Parlement bruxellois sur les objectifs de cohésion sociale avec les communes, organiser des rencontres, organiser des manifestations ensemble, au travers de la culture, au travers du sport, faire en sorte finalement que toutes les communautés, toutes les origines, toutes les Bruxelloises et les Bruxellois puissent se rencontrer. C'est important, mais c'est clairement pas le plus important. Je pense que le gouvernement bruxellois se trompe depuis des années. Le plus important, il est assez basique pour le vivre ensemble et le construire ensemble. C'est que les politiques de logement ne continuent pas à regrouper des gens dont on sait qu'ils sont tous de même origine, puisqu'aujourd'hui dans les logements publics, une grande partie sont d'origine arabe, maghrébine, parce que c'est cette grande partie-là qui rentre dans les objectifs, qui rencontre les critères de pauvreté. Moi, je souhaiterais que les logements sociaux puissent être distribués sur toute la région bruxelloise. Je souhaiterais qu'on encourage les gens, quelles que soient ses origines, à pouvoir s'installer où ils le souhaitent. Je souhaite que notre enseignement arrête de reproduire des inégalités, que notre enseignement soit beaucoup plus, en tout cas, un enseignement d'excellence, que pour que chaque Bruxelloise ou Bruxellois, chaque enfant puisse avoir les mêmes chances de faire les études qu'il souhaite, de pouvoir faire le boulot qu'il souhaite. Je souhaite qu'il y ait plus de jobs, parce que je pense que quand il y a de l'emploi, quand on est en plein emploi, il y a moins de problèmes, il y a moins de discrimination, il y a moins de confrontation. Et donc je souhaite effectivement aussi, via ce niveau de l'emploi, qu'on travaille sur les discriminations. Et je souhaite qu'on vire tous les politiciens comme Émir Kir hier, qui ne font que souffler sur les braises du communautarisme, du clientélisme, et dans les deux sens. On avait au sein de notre mouvement quelqu'un qui est parti, avec qui je n'avais pas beaucoup d'affinité, parce qu'il soufflait tout le temps sur les braises des différences. Franchement, on est tous les mêmes. Vous parlez de M. Destex. Je parle de politique dans tous les partis, mais qui sont aujourd'hui largement plus du côté du PS, et qui, par le jeu du clientélisme et du communautarisme, exacerbé dans certains cas, comme ce qu'on a vécu hier, font en sorte que finalement, des tensions qui peuvent exister, parce qu'on est tous un peu différents, sont des tensions parfois plus extrêmes dans certains quartiers. Ça ne sert à rien, ça. Il y a des politiques en région bruxelloise aujourd'hui qui ne se nourrissent que de ça, qui ne se nourrissent que de la création. Émir Kir hier, ses propos étaient juste dégoûtants. Ils étaient très clairement dégoûtants pour les millions de morts de la Shoah, mais à la limite, ça, je crois qu'il s'en fout complètement. Ils étaient même dégoûtants pour la façon dont ils présentent les musulmans, comme s'ils devaient systématiquement les protéger, comme s'il y avait aujourd'hui des gens qui sont vraiment menacés physiquement, qui sont menacés de mort. Et je vous rappelle quand même qu'ils répondaient à un régime, l'Arabie Saoudite, qui est loin d'être exemplaire en termes de droits de l'homme et en termes notamment de respect des libertés individuelles. Mais si je me permets d'en parler aujourd'hui, c'est parce que c'est un coup de gueule par rapport à ce qui s'est fait hier, mais c'est parce que c'est pas anodin. Il y a beaucoup de politiques aujourd'hui qui exacerbent ces différences, alors que franchement, qu'est-ce qui nous différencie ? Moi, je suis aussi d'origine étrangère. D'autres personnes sont aussi d'origine étrangère. Qu'on aime un garçon ou qu'on aime une fille, on peut aller dans tous les quartiers. Qu'on soit un homme ou une femme, on peut aller dans tous les quartiers. 90% des Bruxelloises et des Bruxellois, peut-être 95% des Bruxelloises et des Bruxellois souhaitent ça. Mais il faut qu'on soit beaucoup plus ferme avec les 5% citoyens ou politiques qui font des méfaits, qui font des agressions ou qui ont des commentaires tels que ceux qui ont été portés hier. Ces gens-là ne sont pas les bienvenus, ils doivent être sanctionnés et je pense qu'on doit pouvoir maintenant le dire beaucoup plus fermement. Un grand merci pour ces mots de conclusion et ce thème qui est quand même très important. Et je vous dis merci et à très bientôt pour une nouvelle émission de Voix de fait spéciale élection 2019. Merci. Au revoir.